21h25, quartier résidentiel calme de Washington DC. On frappe à la porte. Une femme ouvre. En face, une livreuse UPS avec un carton. Sauf que dans le carton, il n'y a pas de colis. Il y a un pistolet. Bam, bam. 2 balles partent à travers le carton. La victime s'effondre. La livreuse se barre en courant, monte dans sa Honda et disparaît. Le problème ? Cette femme est morte pour rien. Elle n'a rien à voir avec ce qui a déclenché tout ce plan machiavélique. Alors comment ça a commencé ? Avec une exécution brutale 8 mois auparavant, dans un parc national près de Cleveland. Là-bas, un homme est retrouvé sur le dos, inanimé, abattu d'une balle dans la nuque. À côté de lui, un détail absurde, une bouteille d'eau Aquafina, presque pleine. Voilà comment un meurtre a conduit à la folie totale. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête où on va parler d'OnlyFans, d'UPS et de balles dans la nuque. Ouais, on n'est pas trop sur une ambiance Saint-Valentin là. D'ailleurs, si tu cherches ton âme sœur, ça pourrait être pas mal de comprendre ce qu'elle raconte. Parce qu'imagine que ton date ait la franchise de te dire « I'm a repeat offender ». Autrement dit, je suis un criminel récidiviste. Ça peut peser dans la balance. Ce serait dommage de finir en viande hachée dans des sacs poubelles parce que t'avais pas 2-3 notions en anglais. C'est donc pour te sauver la vie que la vidéo est sponsorisée par Babbel. Babbel, c'est l'une des meilleures applis au monde pour apprendre une langue. Alors pourquoi j'ai Babbel ? Pour éviter les blancs gênants quand je suis à l'étranger, et au moins pouvoir tenir une petite discussion. Et éviter une mort prématurée aussi, oui. Le gros plus de Babbel, c'est qu'on apprend vraiment parce que c'est pas une application orientée vers le jeu qui vous ralentit plus qu'autre chose en réalité. Avec Babbel, on a droit à de vraies leçons approfondies conçues par des vrais profs et plus de 650 experts linguistiques. Le but, c'est de comprendre et parler pour de vrai. Par exemple, j'ai pour objectif de voyager pas mal ces prochains temps, donc l'anglais, c'est primordial pour la plupart des hôtels. Souvent, on arrive en avance, donc on veut savoir si notre chambre est prête. Hello, I have a reservation. I was wondering if my room is ready yet. Là, je viens de dire que j'avais une réservation et demander si ma chambre était prête en étant poli. Comme ça, on casse le cliché sur les Français mal polis en plus. Babbel, c'est fluide, clair et motivant à fond. En plus, les leçons sont courtes, genre 5 à 15 minutes et ça se cale facilement dans une journée. Pour varier, il y a des podcasts, des cours en ligne et même des récaps audio de ce que t'as appris parce que c'est important d'être régulier. L'application Babbel, c'est pas une petite appli sortie de nulle part. C'est scientifiquement prouvé, des études de Yale et Michigan State montrent que tu commences à parler en 3 semaines à peine. Et s'il te faut une garantie, t'as 20 jours pour être remboursé sans condition. Et là où ça devient intéressant, avec mon lien en description, t'as jusqu'à 55% de réduction sur ton abonnement Babbel. Clique dessus maintenant pour en profiter et dis-moi en commentaire quelle langue tu veux apprendre. C'est vraiment le bon moment pour t'y mettre. Allez, on commence. Le 9 mars 2021, vers 11h du matin, 2 randonneurs se promènent tranquillement dans le Cuyahoga Valley National Park, près de Cleveland, dans l'Ohio. Plus précisément dans la Terra Vista Natural Study Area à Valley View, un secteur du parc connu pour ses sentiers qui serpentent entre les arbres et offre une évasion naturelle à quelques kilomètres seulement de la ville. Les promeneurs suivent le sentier principal, quand quelque chose attire leur attention hors du chemin balisé. Une forme sombre allongée au sol, en contrebas d'une zone isolée. Intrigués, ils s'approchent et comprennent rapidement que ce n'est pas un animal blessé ou un sac abandonné, mais bien un homme qui gît sur le dos, complètement inanimé. Les randonneurs appellent alors le 911 sans attendre. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentissent et les premiers véhicules d'urgence arrivent sur place. La scène est tout de suite sécurisée, pendant qu'une constatation est établie. L'homme est mort. Ça ne fait aucun doute. Il porte des vêtements noirs et du sang s'est écoulé autour de sa tête. À côté de lui, une bouteille d'eau Aquafina, presque pleine. Un détail bizarre dans ce tableau macabre. Les premiers examens révèlent que ce qui a causé la mort est une blessure par balle, à l'arrière du crâne. Un seul coup de feu, tiré à bout portant, voire même touchant, directement dans sa nuque. Le type de blessure qui laisse aucune chance de survie. On n'a pas perdu de temps dans cette vidéo. Autour de la dépouille, il n'y a pas de traces de lutte visible, ou de signe que la victime a essayé de se défendre, ou de s'enfuir. En fait, il a probablement pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Et dans ces bois, loin du sentier principal, les chances que son corps soit retrouvé en bon état étaient plus que minces. C'est clairement un endroit où personne ne passe par hasard. Son identification ne prend que quelques heures, au bout desquelles les autorités sont en mesure d'affirmer que l'homme qui a trouvé la mort se nomme Matthew John Dunmeyer, un employé d'imprimerie de 31 ans, père de 2 enfants. Matthew a grandi en Virginie, mais il avait déménagé dans l'Ohio quelques années plus tôt, pour repartir de zéro. Il voulait prendre un nouveau départ, loin de son passé. Matthew aimait la musique par-dessus tout. Il jouait de la guitare, composait et rêvait de percer un jour dans l'industrie musicale. En attendant que ce rêve se concrétise, il travaillait dans une imprimerie de sérigraphie à Cleveland. Un boulot honnête qui lui permettait de payer ses factures et de voir régulièrement ses enfants rester en Virginie avec leur mère. Matthew
n'était pas du genre à chercher les embrouilles. Ouais, mais visiblement, les embrouilles, elles, étaient du genre à le chercher. Bon, et même s'il était un temps tombé dans l'alcoolisme, il avait confié à l'un de ses collègues qu'il essayait d'arrêter de boire, une semaine avant sa mort. Il avait l'air motivé, excité même à l'idée de remettre sa vie sur les rails. Une chose qu'il n'aura jamais l'occasion de faire, vu qu'il a été exécuté d'une balle dans la nuque dans un parc national isolé. Reste à savoir ce qui s'est passé, et surtout qui en est responsable. Quand un crime est commis sur un territoire fédéral tel qu'un parc national, ce n'est pas la police locale qui est chargée de l'enquête, mais le FBI. Ce sont donc des agents fédéraux qui se rendent sur la scène de crime pour en examiner chaque détail, prendre des photos et prélever des échantillons. Aucune arme n'est retrouvée sur place. Et il n'y a pas de douille non plus dans les environs. Le tueur a visiblement tout emporté en partant. Et ça, c'est pas forcément bon signe, parce que ça pourrait vouloir dire que le meurtrier est assez expérimenté. En général, quand on tue une personne, c'est accompagné d'une forte montée d'adrénaline, et la concentration s'évapore, ce qui occasionne souvent des erreurs et notamment l'oubli de plein d'indices sur place. C'est d'autant plus vrai lorsque c'est le premier meurtre que l'on commet. Promis, je parle pas en connaissance de cause. La bouteille d'eau Aquafina intrigue immédiatement les enquêteurs, raison pour laquelle ils l'envoient en laboratoire pour analyse ADN. Les agents interrogent rapidement la famille de Matthew. Malheureusement, personne parmi ses proches ne sait ce qui a pu se produire, ni même pourquoi il se trouvait dans ce parc. Par chance, ses collègues, eux, se souviennent d'un élément important, parce que quelques jours avant d'être tué, il leur avait parlé d'une rencontre. Le 5 mars au soir, 4 jours avant la découverte de son corps, Matthew était sorti avec ses collègues dans un bar de Cleveland appelé le Tiki Underground. C'est à ce moment-là qu'il leur a répété à plusieurs reprises qu'une fille de passage en ville, juste pour le week-end, venait le voir. Une perspective qui le rendait visiblement très heureux. Et vers la fin de soirée, ils l'ont effectivement vu partir avec une brune aux cheveux longs. Elle conduisait une Smart blanche. Les pots de yaourt à 2 places, vous voyez certainement ce que c'est. Les collègues de Matthew n'ont pas manqué de regarder ses plaques d'immatriculation et de remarquer que la mystérieuse inconnue venait de Virginie. Très bon réflexe. Je l'aurais sûrement pas eu en sortant du bar. Bon, l'homme est finalement monté dans la voiture, a salué ses amis, puis il est parti avec elle. C'est la dernière fois qu'il a été vu vivant. Pour le FBI, c'est une piste concrète. Le coup de feu dans la nuque, l'absence totale de traces de lutte, l'emplacement isolé. Pour les agents fédéraux, tout pointe vers une exécution. Quelqu'un a amené Matthew dans ce parc national, l'a conduit dans cette zone boisée à l'écart du sentier et l'a sommairement abattu. C'était pas un accident ni un crime passionnel, mais un meurtre prémédité. La femme brune qui a embarqué Matthew dans sa Smart blanche, est-elle impliquée dans tout ça? Et si c'est le cas, qui est-elle? Pour le FBI, il est urgent de retrouver la Smart blanche aperçue par les collègues de Matthew. C'est la seule piste qu'ils ont, mais elle semble prometteuse. Pour retrouver la femme qui a quitté le Tiki Underground avec la victime le soir du 5 mars, les agents récupèrent les images de vidéosurveillance du bar et des environs. C'est grâce à ces dernières qu'ils font une découverte pour le moins intéressante. Eh oui, plusieurs caméras ont filmé la voiture recherchée. Sur les enregistrements, on voit la Smart s'arrêter devant le Tiki Underground, vers 18h ce soir-là. Matthew monte ensuite à l'intérieur, salue ses collègues, la voiture quitte les lieux. Les enquêteurs parviennent à distinguer des détails importants sur les images. 3 autocollants sont collés sur la fameuse Smart. Un de la garde côtière américaine sur la vitre arrière. Un autre du groupe Bauhaus. Et un troisième sous la plaque d'immatriculation qui dit Virginia is for lovers. Des plaques d'immatriculation justement visibles sous différents angles. Le FBI lance alors une recherche dans la base de données des immatriculations de Virginie. La voiture est enregistrée au nom d'un certain John Perkins, membre de la garde côtière américaine basée en Virginie. John Perkins vit à Alexandria avec sa femme Chelsea et leurs 2 jeunes enfants. En creusant davantage, les agents du FBI s'aperçoivent que la mère de famille de 31 ans est elle-même une ancienne membre de la garde côtière. C'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré son mari, John. Après avoir quitté le service, Chelsea s'est reconvertie et travaille maintenant comme modèle sur OnlyFans, sous le pseudonyme Sabrina Savage. Ah, elle devient intéressante cette histoire. Fort de ces nouvelles informations, les enquêteurs vérifient les réservations Airbnb dans la région de Cleveland pour la nuit du 5 au 6 mars. Et là, bingo, ils trouvent une réservation au nom de Chelsea Perkins, payée avec sa carte de crédit personnelle. Elle a donc bien loué un appartement pour une nuit à Cleveland. Le FBI récupère ensuite le téléphone de Matthew, retrouvé sur le lieu du meurtre, et analyse ses données GPS. Des données qui montrent qu'il s'est rendu à l'adresse de cet Airbnb le soir du 5 mars, et y est resté toute la nuit. Après ça, les agents collectent les images de vidéosurveillance des environs de l'appartement. Une station-service BP assez proche a filmé Matthew entrant dans la boutique vers 18h30. Il s'est acheté des cigarettes et une bouteille d'eau.
Aquafina, la même bouteille, qui a été retrouvée à côté de son corps 3 jours plus tard. Vers 20h, une autre caméra, celle d'un magasin Verizon, filme Matthew et une femme marchant ensemble dans l'avenue. Tous les deux portent des vêtements noirs. Matthew semble détendu. En tout cas, rien n'indique qu'à ce moment-là, il se pense en danger. Les données GPS de son téléphone montrent qu'il ne se déplace vers le Cuyahoga Valley National Park que le lendemain, le 6 mars, en fin de matinée. Plus précisément, vers la Terra Vista Natural Study Area, là où son cadavre a été découvert. Son téléphone reste actif jusqu'à environ 11h30. Après ça, plus rien. L'appareil cesse totalement d'émettre. Quand les agents du FBI interrogent des randonneurs qui se trouvaient dans le parc ce jour-là, un couple raconte avoir entendu un coup de feu entre 11h30 et 11h50. Un autre dit avoir croisé une jeune femme qui semblait perdue. Elle portait des vêtements noirs, un pantalon, un sweat à capuche et des bottes montantes. Ce dernier point avait interpellé le couple, parce que c'est pas du tout le genre de chaussures qu'on porte pour aller faire de la randonnée. La femme leur a dit qu'elle s'était perdue en cherchant le cimetière Terra Vista, une personne dont l'identité ne fait plus aucun doute. Parce que quand on montre une photo de Chelsea Perkins aux randonneurs, ils la reconnaissent immédiatement. La femme au volant de la Smart, celle qui était avec Matthew juste avant sa mort, c'était elle. Quand les enquêteurs analysent les données des péages automatiques EasyPass, ils remarquent que le véhicule de Chelsea a quitté Cleveland vers 13h, le 6 mars. Mais au lieu de retourner directement en Virginie, elle est partie en direction de Détroit, dans le Michigan. Les données montrent qu'elle est arrivée à Détroit dans l'après-midi et s'est arrêtée devant un salon de tatouage appelé Family Inc. Finalement, elle est rentrée chez elle dans la matinée du 7 mars, comme si de rien n'était. Durant tout ce temps, Matthew est dans les bois, mort depuis plus de 24 heures. Et il y restera jusqu'au 9 mars, jour de la découverte de son corps. Le 30 mars 2021, 3 semaines après cette date, le FBI décide de frapper un grand coup. Les agents fédéraux demandent et obtiennent un mandat de perquisition afin de pouvoir fouiller le domicile de Chelsea et John Perkins, à Alexandria, tôt le matin. Ils débarquent chez eux, et ce qu'ils y trouvent scelle le sort de la mère de famille. Dans le logement, il y a 3 pistolets 9 mm. L'un d'eux est d'ailleurs dans un sac à main de femme, posé sur une étagère. Un sac dans lequel il y a aussi la carte d'identité de Chelsea. Ouais, ça commence peut-être à faire beaucoup là. Les agents saisissent les 3 armes pour les envoyer au laboratoire afin qu'une analyse balistique soit effectuée. Et les résultats tombent quelques jours plus tard. L'un des pistolets correspond parfaitement à la balle retrouvée dans le crâne de Matthew. C'est donc bien cette arme qui a été utilisée pour l'abattre. Les tests révèlent au passage que l'ADN de Chelsea est présent dessus, tout comme sur la bouteille d'eau Aquafina, abandonnée sur la scène de crime. Son ADN est également présent sur le corps de Matthew lui-même, notamment sous ses ongles et sur ses poils pubiens. Et si tout ça c'est déjà beaucoup, bah c'est pas tout. Parce que lorsque les agents fouillent le téléphone de Chelsea, saisi lors de la perquisition, ils découvrent une note qu'elle avait essayé d'effacer, une fausse lettre d'adieu, rédigée comme si Matthew l'avait écrite lui-même, expliquant pourquoi il avait décidé de mettre fin à ses jours. C'est Chelsea qui a créé cette note, à peu près au moment où son corps a été découvert. Pour le FBI, le dossier est maintenant solide. C'est elle qui a tué Matthew. Et elle voulait faire croire qu'il s'était lui-même ôté la vie. Les preuves sont écrasantes. Les données GPS, les images de vidéosurveillance, les enregistrements EasyPass, les tests balistiques, l'ADN, la fausse lettre d'adieu. En gros, tout concorde et pointe vers Chelsea. Mais il reste une question cruciale. Pourquoi a-t-elle tué Matthew ? Pour comprendre la raison qui a poussé Chelsea Perkins à tuer Matthew Donmeyer, faut remonter 4 ans en arrière, en mars 2017. À cette époque, Chelsea et Matthew vivent tous les deux en Virginie. Ils se sont pas vus depuis l'époque du lycée, qu'ils ont fréquenté ensemble entre 2005 et 2009. En mars 2017, Chelsea se rend au poste de police de Virginia Beach et dépose plainte contre Matthew. Elle l'accuse de l'avoir violé la semaine précédente. Les autorités de Virginia Beach ouvrent une enquête après son signalement. Des policiers interrogent Chelsea, recueillent son témoignage et tentent de rassembler des preuves, mais rapidement. Ils se heurtent à un problème de taille. Les preuves matérielles existantes ne sont pas suffisantes et il n'y a pas de témoins. En bref, il n'y a pas assez d'éléments solides afin de pouvoir poursuivre Matthew en justice. Il n'est donc jamais inculpé. Et l'affaire est classée. Pour Chelsea, c'est un coup très dur. Elle a porté plainte. Elle a osé raconter son histoire aux autorités. Mais même si elle a réussi à franchir le pas, rien ne se passe. Matthew, lui, continue sa vie comme si de rien n'était. Chelsea est frustrée et amère. Elle a le sentiment d'avoir été ignorée,
Peut-être même de ne pas avoir été cru. Une colère sourde qui va couver pendant des années. Quand ils enquêtent sur le meurtre de Matthew, les agents du FBI fouillent les réseaux sociaux de Chelsea. C'est comme ça qu'ils constatent qu'elle n'a jamais oublié, et encore moins pardonné. Environ une semaine avant le meurtre, fin février ou début mars 2021, l'algorithme d'Instagram suggère à Chelsea Perkins de suivre Matthew Dunmeyer. Ces recommandations automatiques sont basées sur les comptes suivis communément, les centres d'intérêt ou d'anciens contacts. Forcément, quand Chelsea voit le nom de Matthew apparaître sur son écran, elle est loin d'être ravie. Elle clique pas pour l'ajouter, mais elle en parle à quelqu'un. Dans une série de messages Instagram privés, Chelsea échange avec un utilisateur portant le pseudonyme de Metal Gary Solid. Elle lui confie que la plateforme lui a suggéré de suivre le compte de Matthew. Et il est clair qu'elle est très contrariée. Après quelques échanges, Chelsea écrit même « Il aura ce qu'il mérite un jour ». Des mots rédigés environ une semaine avant le meurtre. En vérité, Chelsea pense déjà à la vengeance depuis longtemps. Elle attend juste le bon moment. Un moment qui arrive à peine quelques jours plus tard. Le 3 mars 2021, Matthew envoie une demande d'ajout à Chelsea sur Facebook. Enfin, pas exactement à Chelsea. Il envoie la demande au profil Sabrina Savage, son pseudonyme OnlyFans. Est-ce que Matthew a reconnu son ancienne camarade de lycée sur les photos? Ou est-ce qu'il savait déjà que Sabrina Savage et Chelsea Perkins ne faisaient qu'une? Bah ça, on sait pas. Mais bon, sachant qu'elle avait porté plainte contre lui pour viol 4 ans auparavant, de base, c'était peut-être légèrement inapproprié de l'ajouter, même s'il n'a jamais été inculpé. On saura jamais vraiment ce qui a poussé Matthew à envoyer cette demande à Chelsea. Ce qui est sûr, c'est qu'elle l'accepte immédiatement. Et le jour même, toujours le 3 mars, elle poste un message assez évocateur sur sa page Facebook. « Dead man tell no tale ». Il y a une faute d'orthographe à tale, mais le sens est clair. Les hommes morts ne racontent pas d'histoire. Ou, plus simplement, les morts ne parlent pas. C'est une expression qu'on associe aux pirates, aux criminels, et plus généralement à ceux qui éliminent des témoins gênants. Chelsea vient d'accepter la demande d'ajout de Matthew. Et dans la foulée, elle poste ça. Est-ce une coïncidence? Non. Est-ce malin? Non. En réalité, Chelsea a déjà pris sa décision. Matthew est revenu vers elle, et elle compte bien se servir de son initiative pour le piéger. Les 2 jours suivants, ils échangent des messages sur Facebook Messenger. Le FBI n'a pas rendu ces conversations publiques. On ne connaît donc pas le contenu exact. Mais on sait que Chelsea a supprimé tous les messages qu'il s'était envoyés après le meurtre. Tout comme elle a enlevé Matthew de sa liste d'amis Facebook, comme pour essayer de faire disparaître toute trace de leur reprise de contact. Cela dit, les serveurs Facebook, eux, n'avaient rien effacé, ce qui a permis au FBI de tout récupérer. C'est sûrement durant ces discussions que Chelsea propose à Matthew de le voir, à l'occasion d'une virée dans la région de Cleveland. L'homme accepte, avec enthousiasme. Il est même si excité qu'il en parle à ses collègues. Pendant ce temps, Chelsea organise tout au détail près. Elle réserve un Airbnb à Cleveland, prévoit son itinéraire, prend l'un des pistolets 9 mm qu'elle possède, le charge, puis il met dans son sac. Pour faire son voyage, elle emprunte la Smart de son mari. Puis elle contacte son tatoueur à Détroit pour prendre rendez-vous avec lui le 6 mars. Voilà, tout est prêt. Le 5 mars 2021, Chelsea quitte Alexandria tôt le matin. Elle roule pendant des heures, traverse la Virginie, le Maryland, la Pennsylvanie, puis l'Ohio. Elle arrive à Cleveland en fin d'après-midi. Et vers 18h, elle se rend au Tiki Underground, le bar où Matthew est installé avec ses collègues. Elle se gare devant, récupère l'homme, qui monte avec elle sans se douter une seule seconde de ce qui l'attend. Il sourit et pense qu'il va passer un bon moment avec une vieille connaissance. Chelsea conduit jusqu'au Airbnb qu'elle a réservé. En chemin, il s'arrête dans une station-service BP, puis mange un sandwich dans un restaurant, à 20h. Les caméras de surveillance du magasin Verizon juste à côté, les films marchant ensemble dans la rue. Après ça, ils retournent au Airbnb et n'en ressortent pas. Ce qui se passe entre eux cette nuit-là, on le sait pas. Mais l'ADN de Chelsea retrouvé sur les poils pubiens de Matthew laisse fortement penser qu'ils ont eu des rapports sexuels. Quoi qu'il en soit, la nuit se passe, et la matinée du 6 mars arrive. Matthew envoie un premier SMS à sa petite amie pour lui dire qu'il vient de se réveiller, et reviendra à la maison après avoir donné son plasma dans un centre de dons. Il essaie également de rassurer sa compagne en ajoutant qu'il n'a pas couché avec elle. À 8h39, Matthew envoie un autre message à sa copine, plus tendu cette fois. « J'ai énervé cette meuf de toute façon, j'espère que t'es contente ». Un message qui laisse entendre qu'il y a déjà eu une dispute ou une tension avec Chelsea ce matin-là. À 10h29, Matthew envoie un dernier message disant qu'ils se verront dans peu de temps. Tandis qu'elle est dans l'appartement avec Matthew, Chelsea envoie un message Facebook à son tatoueur à Détroit. Elle lui dit qu'elle est à Cleveland et qu'elle va d'abord faire un arrêt
avant de venir le voir. À en croire les messages que Matthew a envoyés à sa compagne, il pense vraiment qu'après sa nuit avec Chelsea, il va simplement reprendre le cours de sa vie. Mais quand ils remontent ensemble dans la Smart, elle conduit jusqu'à Cuyahoga Valley National Park. Elle l'emmène vers Terra Vista Natural Study Area, une zone isolée du parc. Malgré la tenue de Chelsea, Matthew croit sûrement qu'ils vont juste faire une balade et profiter de la nature avant qu'elle s'en aille. Il se gare sur le parking, puis commence à marcher. Matthew et Chelsea dépassent le cimetière Terra Vista, traversent des ravins profonds, puis s'enfoncent hors du sentier balisé, dans une zone boisée à l'écart. Entre 11h30 et 11h50, ils sont loin de tout. À un moment, Matthew tourne le dos à Chelsea. Elle sort alors le pistolet 9 mm qu'elle avait dans son sac, le pointe sur sa nuque et tire une seule fois. Ça suffit. La balle entre dans le crâne de Matthew par l'arrière, traverse son cerveau et le tue instantanément. Il s'effondre sur le sol, pendant que Chelsea reste là, à regarder son corps. Avant de repartir, elle quitte ensuite les lieux, arrête un couple pour demander son chemin, remonte en voiture et s'en va. Direction Détroit dans le Michigan, où son tatoueur l'attend. Quelques heures plus tard, l'artiste dessine un nœud coulant sur l'avant-bras de Chelsea, symbole de la pendaison, de l'exécution, de la mort. Elle vient de commettre un meurtre et souhaite visiblement se faire tatouer un souvenir de son crime. Une fois la séance de tatouage terminée, Chelsea reprend la route, roule toute la nuit, retraverse l'Ohio, la Pennsylvanie, puis rentre en Virginie. Le 7 mars au matin, elle est de retour à Alexandria, 4 ans durant. Chelsea a porté cette rage, cette haine, ce besoin de vengeance. Elle a pensé à Matthew, à ce qu'il lui avait fait. Alors, quand il l'a ajouté sur Facebook, elle a vu une opportunité de se faire justice. Chelsea a donc décidé de le tuer, en l'attirant dans un piège. Mais si pour elle, ce n'était que réparation pour le préjudice subi, ça n'en reste pas moins un meurtre, qui d'ailleurs va avoir des conséquences pour le moins inattendues. Tandis que Chelsea fait sa vie en Virginie, qu'elle poste du contenu OnlyFans et s'occupe de ses enfants, les parents de Matthew vivent un enfer. Tommy Lynn Dunmeyer et John Nelson McQuillan sont anéantis par la mort de leur fils. Quelqu'un lui a logé une balle dans la tête avant de l'abandonner dans les bois comme un animal. Et la personne en question est toujours en liberté. 8 mois après le meurtre de Matthew, il n'y a toujours aucune arrestation. Le FBI enquête. Ça, Tommy et John le savent. Les agents fédéraux ont perquisitionné une maison en Virginie, saisi des armes et analysé des échantillons ADN. Mais rien de plus. Et pour Tommy, c'est insupportable. Elle ne peut pas continuer à vivre normalement en sachant que l'individu qui a tué Matthew n'a toujours pas été puni. Alors elle décide de prendre les choses en main. Tommy commence donc par mener sa propre enquête, seule. Elle cherche sur internet, fouille les réseaux sociaux et essaie de trouver des informations sur le fameux suspect que le FBI semble avoir identifié. Tommy passe ainsi des heures seule, devant son ordinateur, avec pour unique but de découvrir qui a tué Matthew. De son côté, John voit l'état mental de sa compagne se détériorer jour après jour, sans rien pouvoir y faire. Tommy devient peu à peu très instable, et chaque jour elle est plus enragée que le précédent. Elle ne parle plus que de vengeance et de justice. John essaie de la calmer, lui demande d'attendre et de faire confiance au FBI. Mais Tommy est à court de patience. En plus, elle a trouvé une piste, ou du moins, c'est ce qu'elle pense. Via les réseaux sociaux et des sites publics, Tommy a identifié une femme qu'elle croit être la meurtrière de Matthew. Une femme d'une trentaine d'années, restée anonyme, qui vit à Washington DC, dans le quartier de Kingman Park. La maman est convaincue que c'est elle qui a commis le meurtre de son fils. Alors elle en parle à John, en lui précisant qu'elle a son adresse. John est sceptique. Et bon, c'est sa femme, alors il va pas lui dire qu'elle déraille complet. Donc il tente de la raisonner. Comment Tommy peut-elle être sûre que c'est la bonne personne? Et même si c'est elle, qu'est-ce qu'elle compte faire? Sauf que Tommy veut pas discuter. Elle a déjà pris sa décision. Le 5 novembre 2021, le couple quitte la ville de Norfolk en Virginie, où ils vivent, et monte dans leur Honda pilote pour rouler jusqu'à Washington DC. Le trajet prend environ 3h30. Tommy a un plan. Elle a acheté un uniforme de livreuse UPS et a pris un carton vide dans lequel elle a découpé un trou pour pouvoir y placer un revolver argenté, un vieux modèle qu'elle possède. L'idée est simple, se faire passer pour une livreuse UPS, sonner à la porte avec le carton, et quand la femme ouvrira, lui tirer dessus à travers le trou. Je sais pas pourquoi le plan semble ingénieux et con à la fois. John, lui, est au volant. Il sait ce que Tommy prévoit de faire, et s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas non plus l'arrêter. Ce vendredi 5 novembre, vers 21h, ils arrivent dans le quartier de Kingman Park, au nord-est de Washington. C'est un quartier résidentiel tranquille,
avec des maisons mitoyennes et des rues bordées d'arbres. John et Tommy se garent, puis elle enfile son déguisement, prend le carton avec le revolver caché à l'intérieur, sort de la voiture et marche jusqu'aux 1600 blocs de Rosedale Street Northeast. John reste dans le véhicule, moteur allumé, prêt à partir rapidement. Dans le quartier, il y a des caméras de surveillance, dont une qui filme l'entrée de la maison. À 21h25 exactement, Tommy frappe à la porte. À l'intérieur de la maison, une femme entend frapper. Elle a 30 ans, vit seule et n'attend aucun colis particulier. Mais la personne qui se présente a bien l'air d'être une livreuse UPS, donc elle ouvre quand même. À l'instant où Tommy la voit, elle lui tire 2 balles dans l'abdomen à travers le trou, découpé dans le carton. La femme s'effondre, choquée, ne comprenant même pas ce qui vient de se passer. Tommy, elle, ne dit rien. Elle se contente de tourner les talons et court jusqu'à la voiture avant de fuir la scène de crime en trombe avec John. Quelques rues plus loin, l'homme arrête le véhicule. Il en sort et change rapidement ses plaques d'immatriculation pour éviter d'être identifié. Oui, mais à Washington, il y a des caméras de surveillance absolument partout. La police a déjà été alertée concernant les coups de feu qui ont retenti à Rosedale Street. Des patrouilles sont en route, et quelques minutes seulement après la fusillade, des policiers repèrent le Honda Pilot de Tommy et John. Ils font signe au véhicule de s'arrêter. John obtempère et se gare sur le côté de la route. Les policiers s'approchent, demandent aux occupants de sortir du véhicule et l'homme s'extrait de l'habitacle, main en l'air. Son épouse, elle, reste à l'intérieur. Les policiers ordonnent une nouvelle fois à Tommy de sortir et de montrer ses mains. Mais elle bouge pas. Elle reste assise sur le siège passager, le regard vide. Les officiers répètent alors leurs ordres de manière plus ferme. Et là, elle sort un revolver, celui-là même qu'elle vient d'utiliser pour tirer sur la trentenaire. Puis, sans que personne ne puisse intervenir, Tommy pointe l'arme contre sa propre tête et presse la détente. Les policiers appellent les secours d'urgence. Tommy est grièvement blessé et transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Quant à John, il est menotté sur place et emmené au poste. Tandis que Tommy lutte pour sa vie à l'hôpital, la police enquête sur ce qui vient de se passer. Les officiers retournent à Rosedale Street. La femme qui a été abattue est toujours là, blessée mais consciente, et ses jours ne sont plus en danger. Les enquêteurs interrogent les voisins et visionnent les caméras de surveillance. C'est ainsi qu'ils voient Tommy, déguisé en livreuse UPS, frapper à la porte avec son carton et tirer sur la victime 2 fois avant de s'enfuir. C'est une tentative de meurtre avec préméditation, aucun doute là-dessus. Oui, mais qui est cette femme ? Et pourquoi Tommy a-t-elle essayé de la tuer ? Pour en savoir plus, les policiers interrogent John. Au début, il nie tout en soutenant qu'il ne savait pas ce que Tommy allait faire. Mais sous la pression, il craque rapidement et raconte tout. Leur fils Matthew, victime d'un meurtre en mars 2021 dans l'Ohio, l'enquête du FBI qui n'avance pas et l'absence d'arrestation pendant des mois. Puis Tommy qui a perdu les pédales et identifié une jeune femme de Washington DC comme étant la meurtrière. En vérifiant l'identité de la victime, les autorités découvrent qu'elle n'a absolument rien à voir avec la mort de Matthew. Elle ne le connaissait pas et ne sait pas qui est Chelsea non plus. Tommy s'est trompé sur toute la ligne et a tiré sur une femme qui n'avait rien à voir dans cette affaire. Une erreur tragique et irréversible. Tommy reste à l'hôpital pendant 2 semaines. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour la sauver, mais la blessure par balle qu'elle s'est infligée à la tête est trop grave. Alors, le 18 novembre 2021, 2 semaines après s'être tiré dessus, Tommy meurt à l'hôpital à l'âge de 54 ans. La femme qu'elle a voulu abattre passe elle aussi plusieurs semaines à l'hôpital et subit plusieurs opérations, mais finit par se remettre physiquement. Le 29 avril 2022, John plaide coupable de complicité après des faits d'agression avec intention de tuer. Finalement, il reconnaît avoir aidé Tommy à fuir après la fusillade, avoir changé les plaques d'immatriculation de leur véhicule et ne pas avoir appelé la police. En juin 2022, John est condamné à 42 mois de prison, soit 3 ans et demi. Il lui est également interdit de mettre les pieds à Washington pendant les 3 années de liberté surveillée qui suivront sa sortie de prison. En mars 2025, il est libéré après avoir effectué environ 3 ans de détention. Il a maintenant 69 ans. Et doit vivre avec les morts de son fils et de sa compagne, mais aussi avec le fait qu'il l'a aidé à tirer sur une innocente. Et là, évidemment, vous vous demandez ce qu'il en est de Chelsea, qui a été identifiée comme étant la vraie meurtrière de Matthew. Enfin, j'espère que vous vous demandez si vous en êtes à ce stade de la vidéo. Après, peut-être que vous en avez rien à faire parce que je suis juste un bruit de fond pendant le ménage, c'est possible aussi. Bon elle a été arrêtée le 9 décembre 2021 à Pensacola, en Floride, grâce aux preuves et aux témoignages récoltés par les policiers. Si seulement Tommy avait attendu un petit mois de plus avant de passer à l'acte, elle l'aurait vu être arrêtée, jugée et condamnée. Le procès de Chelsea Perkins devait commencer en février 2022.
11 mois après le meurtre de Matthew. Mais il est repoussé une première fois, puis une deuxième, une troisième et une quatrième. Les avocats de Chelsea demandent des délais, examinent les preuves et préparent leur défense. Ils envisagent de plaider la légitime défense, même si les faits rendent cette stratégie presque impossible à soutenir. Eh bah ouais, elle lui a mis une balle dans la nuque à bout portant. En mars 2024, plus de 3 ans après le meurtre, les procureurs proposent un accord de plaider coupable à Chelsea. 27 à 31 ans de prison. Une lourde sentence, certes, mais qui signifierait qu'elle sortirait dans la soixantaine. Chelsea refuse. Elle veut aller jusqu'au procès et faire valoir sa version des faits, sûrement dans l'espoir d'écoper une peine plus légère. Sauf que le 27 mai 2025, quelque chose change. Ce jour-là, Chelsea se présente devant le juge fédéral à Cleveland pour plaider coupable de meurtre au second degré et d'avoir utilisé une arme à feu dans la commission d'un crime violent sur le territoire fédéral. Chelsea reconnaît avoir tué Matthew Dunmyer le 6 mars 2021. Et sa sentence doit être déterminée le 9 septembre 2025. Le juge reconnaît que la vengeance était le mobile de Chelsea, tout en soulignant qu'elle a vécu une vie de traumatisme. Son passé reste largement méconnu, mais selon certaines sources, elle aurait subi plusieurs viols. Avant de prononcer la sentence, le juge admet que c'est l'un des cas les plus difficiles qu'il n'ait jamais eu à juger, puis il condamne Chelsea à 22 ans et demi de prison. Une peine qui s'accompagne de 5 ans de liberté surveillée après sa sortie. Chelsea doit également verser une indemnité compensatrice à la famille de Matthew. Mais elle n'est pas d'accord avec ça. Elle accepte la prison, mais pas l'addition. Les procureurs réclament 596 000 $, l'équivalent de ce que Matthew aurait dû percevoir s'il n'était pas mort. Une somme que Chelsea refuse donc de payer. Ses avocats argumentent que le calcul est spéculatif, parce qu'il faudrait déduire de ce montant les dépenses personnelles que Matthew aurait effectuées s'il était encore vivant. Chelsea accepte de payer les frais funéraires et le voyage d'un membre de la famille pour assister à l'énoncé de sa sentence, mais pas les 596 000 $ demandés. En décembre 2025, un juge fédéral a rendu sa décision concernant le montant de l'indemnisation lors d'une audience à huis clos. Mais le montant exact n'a pas été rendu public. Chelsea purge actuellement sa peine dans une prison fédérale en Virginie-Occidentale. Elle a 36 ans, et avec le temps déjà purgé depuis son arrestation en décembre 2021, elle sortira au début des années 2050, à la cinquantaine. Dans cette affaire, personne n'a gagné. Il n'y a eu que des vies brisées, des enfants orphelins des deux côtés, et 2 questions qui resteront sans réponse. Est-ce que la vengeance a vraiment apporté la paix à Chelsea Perkins, ou a-t-elle simplement provoqué d'autres tragédies qui sont venues se greffer à une vie déjà marquée par le traumatisme? On peut clairement dire que personne n'a rien gagné dans cette affaire. C'est vrai que la vengeance, c'est une émotion assez vive qui est dure à contrôler. On l'avait vu d'ailleurs dans l'affaire Céline Vasselin que je vous ai raconté sur cette chaîne. En général, ça finit assez mal pour tout le monde. Mais bon voilà, on est arrivé au bout de cette affaire criminelle. N'oublie pas le lien en description de la vidéo pour avoir 55% de réduction sur ton abonnement Babel, le sponsor de la vidéo. En plus, t'as 20 jours garantis et remboursés, donc vraiment rien à perdre. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve bientôt. Bye.